Salut à tous. Nos ancêtres avaient accès à une technologie incroyable. En fait, leur technologie était si incroyable que nous ne pouvons pas expliquer adéquatement comment ils en sont venus à l'inventer. Les scientifiques n'aiment pas en parler, mais vous pouvez trouver des preuves de cette haute technologie partout si vous savez où chercher. Heureusement, nous le savons et nous le partagerons avec vous dans cette vidéo. C'est parti! La colonne de fer de Delhi a été créée il y a plus de 1500 ans. En la regardant, nous ne le devinerons jamais car il n'y a pas la moindre trace de rouille dessus. Ce n'est pas parce qu'elle est régulièrement nettoyée et polie, c'est parce qu'il est physiquement impossible que la colonne rouille. La colonne de fer, parfois appelée pilier d'Ashoka, mesure 6,7 mètres de haut. Chaque centimètre de ces 6,7 mètres est recouvert d'une substance inoxydable appelée Mesa White, qui empêche la surface du fer d'être exposée à l'oxygène. Sans ce contact, la rouille ne peut pas se produire. Il est si difficile d'imaginer que les personnes qui ont fabriqué le pilier à cette époque savaient comment prévenir la rouille que la plupart des scientifiques pensent que cela a probablement été un accident. Leur meilleure hypothèse est que la Mesa White s'est formée dans des conditions exceptionnelles et uniques lorsque le fer chaud s'est mélangé avec du laitier de chaux et de l'air humide en refroidissant. Une fois qu'il est devenu évident que leur colonne ne rouillerait jamais, les anciens habitants de Delhi l'ont considéré comme un miracle. L'idée que cela ait été un heureux accident est renforcée par le fait qu'aucun autre objet indien inoxydable de cette époque n'a jamais été trouvé. Certains archéologues et historiens affirment que la lentille de Nimrud est le premier télescope au monde. D'autres disent qu'elle n'a jamais été conçue pour une telle fonction et que ses propriétés de grossissement étaient utilisées pour magnifier les rayons du soleil et allumer des feux plutôt que pour observer des objets ou des étoiles lointains. Qui a raison et qui a tort ? Eh bien, le débat dure depuis plus d'un siècle et ne semble pas près de se terminer. L'artefact, également connu sous le nom de lentille de Layard, a été découvert dans les ruines d'un palais assyrien en Irak en 1850. Il a commencé sa vie comme un simple morceau de cristal de roche, mais a été coupé, façonné et poli jusqu'à obtenir sa forme actuelle. La lentille de Nimrud est capable de grossir un objet par un facteur de 3, ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est le même facteur de grossissement que le télescope inventé aux Pays-Bas en 1608. La lentille de Nimrud avait déjà environ 2600 ans lorsque ce télescope néerlandais a été inventé. Il n'est donc pas exagéré de dire que si la lentille était vraiment destinée à être un télescope, elle était en avance de milliers d'années sur son temps. Le mécanisme denticitaire est l'un des vestiges archéologiques les plus connus au monde. L'objet vieux de 2100 ans récupéré d'une épave romaine est considéré comme si sophistiqué pour calculer les changements astronomiques qu'il devrait être considéré comme l'ancêtre de l'ordinateur moderne. Les archéologues sont revenus sur la même épave en octobre 2017 et ont trouvé un autre précieux artefact, un disque de bronze d'environ la même forme et taille que le mécanisme denticitaire, mais d'une conception totalement différente. Ils espéraient initialement que le disque puisse être une partie de mécanisme, mais lorsqu'ils l'ont radiographié, ils ont découvert que sous la couche durcie de sédiments qui recouvre l'artefact se trouve une représentation détaillée d'un taureau. Ceci ajouté aux 4 perforations sur les bords du disque suggère qu'il s'agissait d'un objet décoratif qui était autrefois fixé au mur. C'est une découverte intéressante, mais ce n'était pas la découverte révolutionnaire qui expliquerait le mécanisme denticitaire qu'ils espéraient. Sans cette percée, nous ne savons toujours pas pourquoi aucun autre artefact semblable au mécanisme denticitaire n'a jamais été trouvé. La coupe de Lycurgus est un artefact romain ancien qui illustre parfaitement les capacités de la nanotechnologie. C'est un domaine de la science que nous commençons tout juste à explorer aujourd'hui, mais voici le travail d'un artisan romain ancien qui en connaissait au moins un peu sur le sujet il y a 1600 ans. La coupe change de couleur en fonction de l'angle sous lequel vous la regardez. D'un côté, elle est rouge, mais si vous vous déplacez autour d'elle, vous la verrez devenir verte. Cette impressionnante illusion d'optique est due à des particules microscopiques d'argent et d'or ajoutées au mélange du verre. Chaque particule a un diamètre d'à peine 50 nanomètres, invisible à l'œil nu. Pour vous donner une idée de l'échelle, les particules sont 1000 fois plus petites qu'un grain de sel. L'or et l'argent ne se sont pas mélangés accidentellement, donc celui qui a fabriqué la coupe de Lycurgus savait ce qu'il faisait, et nous ne savons pas comment. Il semble qu'il ait gardé leur secret près de leur cœur, car rien de tel que cet artefact n'a jamais été trouvé sur un ancien territoire romain. C'est un objet absolument unique. La méthode la plus populaire pour le faire en Chine et en Inde avant l'invention de l'horloge moderne était l'horloge à encens. Il y a beaucoup de désaccords entre les experts sur l'invention de l'horloge à encens, et quand on sait qu'elle était populaire en Chine à l'époque de la dynastie Song au Xe siècle et qu'elle s'est répandue de la Chine à la Corée et au Japon. Mais l'histoire du dispositif remonte au 8e siècle en Inde.
Certaines sources indiquent que les Indiens ont en réalité eu l'idée des inventeurs chinois qui ont créé la première horloge à encens au 6e siècle, mais la fiabilité de ces sources est à l'origine du débat. En termes simples, chaque horloge à encens contient soit un bâton d'encens, soit de la poudre d'encens qui a été soigneusement fabriquée pour brûler à une vitesse très spécifique. Ainsi, il est possible de déterminer quel jour il est ou combien de temps s'est écoulé en vérifiant combien de bâtons ou de poudre à l'intérieur de l'horloge à brûler. Les modèles plus avancés contiennent des gongs et des cloches qui sonneraient automatiquement pour indiquer le passage d'une heure ou d'un jour. Bien que les religions de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme soient différentes les unes des autres, elles partagent certaines croyances clés. L'une d'entre elles est que le Vajra est l'arme choisie des dieux. Vous trouverez des mentions du Vajra remontant jusqu'au Rig Veda, la première partie des 4 Védas connus. D'un point de vue étymologique, il y a deux façons de comprendre le mot Vajra, qui proviennent tous deux du sanskrit. La première est en tant qu'éclair et la seconde en tant que diamant. Dans les deux cas, on pense que l'intention du mot est de représenter l'arme comme une force irrésistible. Selon la mythologie, Indra a été informé directement par Vishnu qu'une arme faite des os du sage hindou Dadishi serait capable de détruire le démon serpent connu sous le nom de Vritra. L'arme en question a été créée par l'artiste divin Svastar et s'est avérée efficace. Les traditions indiennes considèrent le Vajra comme l'arme la plus puissante de l'univers. C'est une affirmation audacieuse pour une arme qui est essentiellement une massue à tête nervurée, mais il n'y a pas de pénurie de personnes qui y croient. D'accord, nous admettons que notre prochaine technologie n'est pas vraiment ancienne, mais c'est une étape importante dans l'évolution des mathématiques. Il s'appelle l'arithmomètre et c'est le tout premier calculateur mécanique numérique au monde. Il était suffisamment petit et durable pour être utilisé dans des environnements de bureau et était le moyen le plus fiable d'effectuer des calculs jusqu'à ce que quelqu'un invente la calculatrice de poche. L'appareil qui a été breveté en France par Thomas de Colmar en 1820 était capable d'addition, de soustraction, de division et de multiplication longue. Les années les plus populaires de l'appareil étaient entre 1851 et 1915, mais leur popularité était telle qu'il a continué à être fabriqué jusqu'aux années 1970. Le principal avantage de l'appareil du point de vue des employeurs était qu'il était facile à utiliser, de sorte qu'une unité pouvait être donnée à un employé sans avoir besoin de formation spéciale. Au fil du temps et de la nécessité de calculer des nombres plus grands avec plus de décimales, des versions plus grandes de l'arithmomètre ont été créées. La plus grande version connue a été construite en 1875 et comportait 20 chiffres. Les gens de l'époque ne pouvaient probablement pas imaginer une raison pour laquelle quelqu'un aurait besoin de calculer des nombres plus grands. Vous êtes probablement familier avec le design de base d'un cadran solaire, mais il est très peu probable que vous avez déjà vu un cadran solaire qui ressemble au globe de Matelica. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un cadran solaire de style romain ancien sculpté sur le côté d'une boule en marbre massif. Il est considéré comme un mystère archéologique depuis sa découverte lors de la reconstruction du Palazzo Pretorio en Italie en 1985. Le globe a un diamètre de presque exactement 30,5 cm et est fait de marbre extrait quelque part près d'Éphèse en Turquie. Les scientifiques pensent qu'il a été sculpté au 1er ou au 2e siècle. Malheureusement, les inscriptions originales ont été endommagées et seuls quelques mots et lettres de grec ancien sont encore visibles à la surface du dispositif. Cela rend impossible de confirmer une théorie de longue date selon laquelle, en plus de fonctionner comme un cadran solaire, le globe de Matelica aurait également pu être utilisé pour des calculs astronomiques. Tout comme une sphère armillaire, il est probable que les 13 trous à la surface de la sphère contenaient autrefois des insertions métalliques pour indiquer l'heure du jour, permettant ainsi aux observateurs de connaître l'heure. Question. Comment nos ancêtres ont-ils réussi à percer des trous précis dans la roche solide? Réponse, en utilisant des dispositifs comme la perceuse à archer. Une perceuse à archer standard ne ressemble pas à un outil puissant. Il s'agit d'un outil manuel simple, composé d'un fuseau et d'un arbre mis en mouvement en poussant un archer d'avant en arrière. L'archer est attaché à un morceau de corde tendue qui est à son tour enroulé autour du fuseau. L'invention est parfois connue sous le nom de perceuse à archer égyptienne, en raison d'une croyance qu'il s'agit d'une invention égyptienne ancienne, mais les preuves solides pour étayer cette théorie sont rares. Au lieu de cela, il est plus probable que les perceuses à archer aient été inventées au Mehrgarh au Pakistan, il y a entre 6 et 7000 ans. Des exemples de perceuses à archer fabriquées avec des mèches en jaspes vert ont été retrouvés là-bas. Cependant, des perceuses à archer anciennes ont également été trouvées dans des terres autrefois occupées par la civilisation de la vallée de l'Indus, ce qui rend difficile de dire si le concept a commencé dans une région avant de se déplacer vers une autre ou si l'invention est un exemple d'évolution parallèle. La première démocratie enregistrée dans l'histoire du monde était celle de la Grèce antique.
Les Grecs ont fait de grands efforts pour s'assurer que leur démocratie était équitable. C'est pourquoi des dispositifs tels que Clérotherion ont été inventés. L'appareil était utilisé pour s'assurer que le favoritisme ne pouvait pas s'insinuer dans des processus tels que la création de conseils, la sélection de jurys et d'autres fonctions sociales et politiques importantes à Athènes. Dans sa forme la plus simple, un Clérotherion n'est guère plus qu'une dalle de pierre incisée de centaines de fentes et attachée à un tube. Des jetons seraient placés dans les fentes puis libérés de manière aléatoire dans le tuyau. Cependant, il y a un hic. Le mécanisme qui libérait les jetons n'a pas survécu dans aucun des Clérotherion qui sont parvenus jusqu'à nos jours. Donc nous ne sommes pas sûrs de la manière dont le processus fonctionnait. Nous supposons que c'était quelque chose comme un long clou pour bloquer l'extrémité ouverte et séparer un jeton tombant d'un autre, mais nous ne pouvons pas le prouver. Les archives historiques suggèrent que le premier Clérotherion a été inventé en 403 avant Jésus-Christ, après que les citoyens ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la méthode du premier arrivé, premier servi pour former des conseils à Athènes. Nous soupçonnons que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Francesco Lana de Terzi, ce qui est dommage. C'était un inventeur, mathématicien et naturaliste italien du XVIIe siècle, et en 1670, il a conçu un étonnant véhicule qu'il appelait le bateau volant. La conception a pas mal de points communs avec un bateau conventionnel. Par exemple, il y a un mât central attaché à une voile et un système de direction conçu pour fonctionner exactement comme celui d'un voilier. Cependant, aux quatre mâts seraient fixées des sphères de cuivre faites de feuilles très minces et soumises à des conditions de vide, ce qui les rendrait plus légères que l'air qui les entoure. Dans l'esprit de l'inventeur, cela les rendrait capables de transporter le vaisseau et jusqu'à 6 passagers dans le ciel. De Terzi rêvait de construire un prototype pour tester sa théorie, mais malheureusement pour lui, personne de son vivant n'était capable de fabriquer des feuilles de cuivre si fines. Plus tard dans sa vie, il a exprimé l'espoir qu'aucune machine volante ne serait jamais construite, car il craignait qu'elle ne soit utilisée pour bombarder des villes d'en haut. Il n'avait pas tort. Nous aimerions terminer avec une invention qui prouve que toutes les idées innovantes ne sont pas forcément excellentes. Il s'agit du laveur vaginal de Lawson, et malheureusement c'est exactement ce à quoi cela ressemble. Si vous êtes fan de Doctor Who et que vous regardez ce dispositif ridicule en pensant qu'il ressemble exactement à un pistolet Dalek, vous n'êtes pas la première personne à faire cette association. Lawson, dont le prénom a été perdu au fil du temps, a eu cette idée en 1900. On aimerait penser que nous en avions appris assez sur l'hygiène féminine à cette époque pour nous rendre compte que ce n'était pas une bonne idée. Mais apparemment pas. L'idée derrière l'appareil est aussi simple qu'elle est mal avisée. Il est inséré dans le vagin puis envoie un jet d'eau avant de tourner comme une raclette, nettoyant théoriquement l'intérieur de l'organe en le faisant. Ce faisant, il ignore le fait que l'organe en question est auto-nettoyant par conception. Il ignore également les conseils médicaux selon lesquels insérer quelque chose de cette taille qui tourne et éjecte de l'eau sous forme de jet puissant est une idée plutôt terrible. Sans surprise, il a été inventé par un homme. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications et vous serez le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Merci de la regarder.